Honneur, respect, comment allez-vous? Heureuse de me connecter avec vous comme d'hab. Vous l'avez probablement constaté, la voix est un peu étrange, mais c'est normal parce que l'univers a bien voulu me dire, Darlène, tu es un être humain, tu as besoin de repos, qui va te calmer un petit peu pour que tu puisses prendre le temps de t'occuper de toi-même. Alors voilà. Donc la voix est un peu étouffée, mais j'espère que vous aurez la chance de m'écouter correctement. Alors, aujourd'hui, je vais partager un moment avec vous, un moment délicieux. Est-ce que les moments peuvent être délicieux? En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment savouré ce moment-là parce que c'est intéressant d'écouter des jeunes qui ont de la conviction, des jeunes qui veulent un changement social, des jeunes qui sont prêts à braver les dangers, à accepter les conséquences pour arriver à leur fin. Et cette fin-là, selon eux, bien entendu, c'est le changement. Ils ont fait appel et ils ont tout mis en place pour que ce changement soit tangible. Alors c'est avec un plaisir immense que je rencontre ce jeune-là, et résident et vivant Teranga, et qui a accepté vraiment avec facilité d'avoir cette conversation avec moi. Et donc, je vais vous présenter un jeune dynamique dans la trentaine, universitaire, militant. Il a fait de la prison pour pouvoir élire le PASTEF. Il a sacrifié beaucoup d'années dans sa vie pour arriver jusqu'à cette fin-là. Et donc, Oumar Kane va nous entretenir sur sa conviction, sur sa vision de la politique actuelle du Sénégal, sur ses rêves et ce qu'il souhaite voir naturellement pour son pays et les pays de la sous-région. Alors, nous allons accueillir Oumar Kane qui va nous en dire plus. Et je vous propose un moment de réflexion, un moment aussi pour analyser et voir la politique sénégalaise autrement. Alors, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant des années pour élire le président qu'ils voulaient. Et ce président est le 5e président sénégalais. Il est le plus jeune d'ailleurs, et vous le savez tous, c'est monsieur Bassirou Diomaye Faye. Et ce jeune qui est un membre actif du parti PASTEF va vraiment prendre son temps, nous parler, et ce fut vraiment une conversation inspirante, remarquable, intéressante et incommensurable. Alors je vous dis tous et toutes, bonne écoute. Tout d'abord, je salue les téléspectateurs qui ont l'habitude de vous suivre à travers votre chaîne. Je m'appelle Oumar Alioune Kane, je suis journaliste communicant. À la base, je suis spécialisé dans le domaine de la communication, multimédia et technologie numérique. Et après, j'ai fait un master en journalisme et communication. Et le plus dur, c'est que j'ai été militant de PASTEF durant ces 6 dernières années. Et ça a été très compliqué pour nous de nous en sortir. Vous avez vu avec l'enchaînement de ce qui s'est passé ces 3 dernières années avec les accusations qui ont été portées contre notre parti politique et en l'occurrence plus spécifiquement notre leader, le président Ousmane Sonko, et je pense que c'est ça qui a contribué à me mener en prison. J'y étais avec l'actuel président de la République et d'autres personnalités du gouvernement qui est en place actuellement. Alors, de ce que j'ai compris, ton militantisme a commencé à l'université, c'est ça? Oui, quand j'étais à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, je suis une personne qui a eu l'opportunité de comprendre très tôt les enjeux géostratégiques de mon temps. Donc, je ne m'étais pas intéressé trop à la politique. Mais j'ai vu une personne qui a véritablement incarné les idéaux que j'avais tant rêvé, et que cette personne-là puisse véritablement porter le développement qui véritablement tout le monde s'attende à ce que des réformes structurelles et que des changements profonds soient opérés dans notre mode de vie, dans le mode de gouvernance par rapport à la population et tout ce qui était véritablement, tout ce qui va avec quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai vu une personne qui est venue nous rendre visite à l'université Gaston Berger. Il est resté avec nous, manger la même nourriture, alors que cette nourriture-là, les gouvernants qui étaient en place, si vous le donnez à leurs animaux, ils n'allaient pas le manger. Donc c'est le premier acte qui a fait que j'ai tiqué
et j'ai véritablement eu de l'affection à l'endroit de cette personne. Au-delà de tous les idéaux, j'ai véritablement eu de l'affection à l'endroit de cette personne. Et c'est ce qui continue jusqu'à présent. Et cette personne, c'est qui? C'est le président Ousmane Sonko, l'actuel premier ministre du Sénégal. Ah, parce que là, tu as dit le président. Le président de notre parti. Ah, le président du parti. Oui. C'est intéressant de l'expliquer parce que les gens peuvent être un peu confus par rapport à ça. Exactement. Maintenant, là, tu as été séduit par M. Sonko. Tu dis, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais pourquoi entrer en politique réellement? Qu'est-ce qu'il faut changer au Sénégal? Parce que certaines personnes peuvent dire, ben, le Sénégal est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui est calme, qui n'a pas de gros problèmes. Qu'est-ce qu'il faut changer réellement? Bon, je pense que ce calme-là cache véritablement les déboires qu'il y avait dans notre pays. Parce qu'il y a toujours eu une tentative de dévolution monarchique durant Wade, et ça a été la même continuité avec Macky Sall. Parce que je ne peux pas parler d'Abdou Diouf, j'étais très jeune à cette époque, je ne comprenais pas les enjeux géostratégiques de mon temps. Mais avec Wade, quand j'ai eu le bac juste après son magistère, j'étais vraiment engagé à ce moment, surtout dans le domaine, dans les écoles et tout, parce qu'on était des syndicalistes en réalité. On était les représentants des élèves et tout. Donc, on comprenait quelques magouilles que les gens faisaient. Alors, pourquoi les gens disent que le Sénégal est très calme? C'est que les gouvernants maintenaient véritablement la population dans l'ignorance totale. Tu n'avais pas le droit véritablement de parler de certaines choses. C'est Ousmane Sonko qui a fait un peu bousculer les lignes. Par exemple, je vous donne un exemple très précis. Nos ressources naturelles, personne n'en parlait avant lui. Personne, je dis bien, personne n'en parlait avant lui. C'est avec son ouvrage qui est sorti en 2016, Chronique d'une spoliation, qu'on a véritablement compris qu'il y avait toutes ces ressources-là dans notre sous-sol et que les gens le prenaient et, comment je pourrais l'appeler, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils recevaient des pots de vin, ils payaient des contrats à gauche et à droite, et véritablement sans aucun fondement légal. Et c'est là où on est entré en jeu et qu'on veut changer ces modes de pratique-là. Nous, on ne veut pas chasser les autres, mais on veut le Sénégal aux Sénégalais. C'est-à-dire que les ressources naturelles appartiennent au peuple selon l'article 5 de la Constitution sénégalaise et que c'est ce peuple-là qui doit décider véritablement de comment va être gérées leurs ressources. Et c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement parce qu'on a vu des ruptures s'opérer avec le nouveau gouvernement qui est arrivé. On a toutes les informations relatives à nos ressources naturelles qui sont mises à disposition du public. Donc maintenant, on peut s'informer librement et même dans notre constitution, tout citoyen doit avoir accès à l'information. C'est pourquoi il le consacre en son article 8. Donc on a voulu changer cet ensemble de paradigmes-là, cet ensemble de choses qui empêchaient la population véritablement d'accéder à sa souveraineté. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on était toujours sous la coupole de la grande métropole française. Et ils agissaient comme bon leur semble ici. Moi, j'ai eu à travailler avec des entreprises françaises. L'une d'entre elles s'appelle Futur Digital Web, je peux nommer le nom. Et cette entreprise-là, on n'avait pas le droit de pratiquer notre religion au sein de cette entreprise. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très simple, on n'avait pas le droit de prier au sein de l'entreprise. Donc, c'était tous ces genres d'actes-là qu'on voulait véritablement changer. Le gouvernement sénégalais, jusqu'à 2024, n'a jamais protégé les travailleurs sénégalais. Vous voyez, ce sont les nouveaux gens qui sont en place, qui viennent, qui descendent sur le terrain et qui vont voir les travailleurs et qui se soucient des conditions dans lesquelles les travailleurs sont. C'est-à-dire que c'est toutes ces choses-là qu'on voulait changer. Et véritablement, au Sénégal, il y a toujours eu une pratique, c'est le saupoudrage. C'est-à-dire que par saupoudrage, j'appelle les gens qui viennent, qui déboursent des milliards et qui nous colmatent des trucs en nous disant qu'ils ont réflexionné telle chose ou bien qu'ils ont mis en place un autre système ou des trucs du genre. Je vous donne un exemple très précis. Le building administratif, on nous a facturé 40 milliards et il ne s'est même pas passé genre 6 mois et il a pris feu. Et pour 40 milliards. Donc moi, je considère qu'un building qui a été construit pour 40 milliards et qui est juste à côté de la mer, ce building-là prend feu. C'est lui qui devait marcher de par lui-même jusqu'à la mer et s'éteindre et revenir. Parce que 40 milliards, quand même, c'est excessif. Donc, c'est toutes ces choses-là qui nous ont conduit véritablement à entrer en politique. Alors, l'homme est par essence un animal politique, comme le disait Aristote. Donc, c'est quelque chose, c'est une transition naturelle, quoi. Parce que j'ai eu à représenter des personnes durant mon plus jeune âge, quand j'étais au lycée et aussi quand j'étais à l'université.
l'université parce que je faisais partie de certains cercles, notamment le cercle des étudiants ressortissants de Saint-Louis où j'étais le chargé de la commission sociale. Donc, je connais bien les pratiques que les gens ont, même au sein de l'université. Ce sont ces mêmes genres de pratiques qu'ils ont. Ils essayent de t'amadouer et de te donner des bourses ou bien d'autres offres assez alléchantes pour que tu te taises en tant que représentant syndical. C'est ça qui se passait au Sénégal. Donc le Sénégal, c'est juste la pluie qui cachait la tempête comme ça, comme on peut l'appeler. Si on peut l'appeler. On ne parlait pas. Oui, au Sénégal, personne ne parlait. Tout le monde préférait encaisser un tout petit peu d'argent et se taire. Parce qu'on a une expression très connue qui dit tout à terre. C'est-à-dire qu'on peut gagner un tout petit peu d'argent et que ça soit maintenant plutôt qu'on gagne beaucoup de choses à l'avenir. C'est-à-dire que eux, c'est cette conception-là qu'ils avaient. C'est le présent en fait, c'était le présent. C'était juste le présent. Eux, ils sont au pouvoir. C'est leur magistère et ils en profitent au max. Ils se sont enrichis comme pas possible. Moi, il y a des gens, il y a un directeur avec lequel on partage le même quartier, à Saint-Louis. Mais le gars, l'espace de 5 ans, il s'est exponentiellement enrichi. Il est devenu milliardaire, je peux le dire ainsi. Donc, c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire que ces gouvernants qui vivaient au détriment du peuple, qui vivaient une vie de luxe plutôt, c'est eux, ces choses-là qui m'ont amené à m'engager dans PASTEF. Et qui connaît PASTEF? Déjà, le dénominatif de PASTEF, ça donne véritablement quelque chose pour comprendre comment les gens là ont construit ça. PASTEF signifie Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc, si vous entendez ce genre de dénominatif-là, vous ne pouvez être que séduit. Et d'autant plus que les personnes, si vous faites la corrélation du discours et du parcours des personnes qui sont les leaders de ce parti-là, vous voyez que les aspirations, ce sont des choses fondées, quoi. Et ce sont des choses en lesquelles ils croient. J'ai une question pour toi. J'ai entendu d'autres personnes, parce que la politique, entre autres dans nos pays africains, m'intéresse beaucoup. Et j'ai entendu des Sénégalais me dire, le gouvernement actuel ne fait que des nominations entre amis, entre cercles, entre personnes qui ont fait la prison. Et donc c'est toujours la même chose, c'est le fanatisme. En quoi vraiment le gouvernement est différent de celui Moi, j'ai fait de la prison, j'y étais très longtemps, j'ai devancé beaucoup de monde. Je suis là devant vous, je ne suis ni nommé ni élu. C'est un exemple très simple. Et j'en connais un collectif de personnes. Souvenez-vous qu'au Sénégal, il y avait plus de 1800 détenus politiques sous le magistère de Macky Sall. Durant les 2 dernières années seulement, il y avait plus de 1800 détenus politiques. On ne peut pas nommer tout le monde, on ne peut pas donner de poste à tout le monde. Par contre, le président, c'est lui qui a la souveraineté et qui a la légitimité de nommer au poste civil et militaire. Donc c'est lui qui fait ses choix en fonction des profils dont il a besoin. Et c'est ça qu'il a fait seulement. Parce qu'il y a des gens qui étaient en prison, il y a des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Je vous donne un exemple très simple. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage aujourd'hui, le docteur Mabouba Diagne, n'était même pas au Sénégal quand véritablement toutes ces choses-là se sont passées. Et lui, il a été promu au poste de ministre. Il n'a jamais rencontré ni le premier ministre Ousmane Sonko, ni le président de la République avant sa nomination. Et il y en a d'autres, j'en passe, le général Jean-Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne, ancien procureur de la République. Tout le monde sait qu'il a une posture véritablement qu'on ne peut pas faire de pression sur lui. C'est pourquoi on l'a nommé à ce poste-là, parce qu'on avait besoin d'une personnalité très forte et que cette personne-là puisse amener les ruptures nécessaires dans le domaine de la justice, parce qu'il y a eu un désamour entre les Sénégalais et leur justice. Donc, il nous fallait ce genre de personne-là. Cette personne-là, c'est lui qui a su dire non à Abdou Diouf quand il voulait emprisonner Maître Wade. Oui, c'est lui qui a dit non à Macky Sall quand il était au Cour suprême, quand il a voulu véritablement embarquer le président Ousmane Sonko et acter son inéligibilité au présidentiel. Donc, ceux qui disent ça, c'est certainement des gens qui veulent qu'on peut porter de mauvaises rumeurs ou bien qui veulent véritablement entacher l'honorabilité de ces gens-là qui sont au pouvoir actuellement. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu un cas, la ministre des Affaires étrangères et sa fille, mais c'est pas sa mère qui l'a nommée. Elle ne fait partie ni de son ministère et le ministère qu'elle dirige n'est pas véritablement le ministère de tutelle de sa fille, parce que sa fille a été nommée en tant que PDA, l'agence de l'artisanat du Sénégal. Et elle est au Sénégal depuis pas mal de temps. Elle a créé un hub
pour tous les artisans qui agissent dans le domaine de la mode et tout, et qu'elle leur permet tout le temps d'avoir de la visibilité. Et elle a fait bon nombre de défilés dans le monde, toutes les scènes confondues. Et elle n'était même pas au Sénégal, elle a suivi sa formation aux États-Unis, entre les États-Unis, la France et l'Angleterre, je pense. Et elle est revenue, elle a les compétences, elle a véritablement tout, elle a le carnet d'adresses pour faire évoluer l'artisanat sénégalais. Pourquoi ne doit-on pas lui donner cette opportunité-là? Alors que oui, quand elle s'engageait, elle n'a pas demandé la permission à sa mère. Elle s'est engagée en premier d'ailleurs. Elle a été là au PASTEF avant sa mère. Donc pourquoi vouloir décrédibiliser une personne du fait que c'est le président qui l'a choisi? Donc toutes ces choses-là ne sont que des rumeurs. Exactement. De toute façon, on sait qu'il y a des postes qui sont électifs, il y a des postes qui sont nominatifs. Dans tous les pays, c'est comme ça. Bon, on verra ce que ça va. Il n'y a aucune personne qui fait partie du cercle restreint du président Ousmane Sonko ou bien du président Bassirou Diomaye. Par cercle restreint, j'entends les liens familiaux, qui a été nommé jusqu'à présent. Ah oui? Oui. D'accord, bon, on va suivre ça de près. Maintenant, certaines personnes, surtout les panafricanistes, regardent un peu aller le président Diomaye, regardent un peu ce que fait M. Sonko, disent que est-ce que le Sénégal va, comme ils ont toujours fait historiquement, laisser tomber le panafricanisme? Bon, on peut véritablement nous taxer de tout, mais je ne pense pas qu'on ait eu à véritablement poser des actes qui peuvent valoir ce jugement-là. Parce que ce que certains panafricanistes voulaient, c'est qu'on se rue dans les bras de la Russie. Alors que si vous suivez très bien le président Ousmane Sonko, en 2022, il a fait une sortie sur France 24 où on lui a posé cette question-là. Préférez-vous la Russie à la France? Il a répondu par « Nous n'allons pas remplacer une superpuissance par une autre superpuissance. Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons le Sénégal pour les Sénégalais. » Et je pense que ce qu'on est en train de poser comme acte, nous ne nous sommes pas véritablement déclarés comme les vassaux du président de la République française, comme ça existait depuis le magistère de Macky Sall même. C'était le dernier exemple, parce que lui, tout le temps, il était là-bas, c'était son chevet, et après son magistère, il a été nommé par le président Macron. Je ne sais pas, coordonnateur des 4P ou bien envoyé spécial des 4P. Mais il y a une chose que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas obligé qu'un pays soit véritablement en désaccord avec un autre qu'on nous demande, nous, explicitement de suivre le pas. C'est pas comme ça que marche la politique étrangère des pays. Chaque pays a sa politique étrangère, ses relations avec les différentes puissances. Nous, on a toujours, le président Ousmane Sonko a toujours dit, et l'actuel président de la République, ils ont toujours dit qu'ils vont maintenir les relations avec la France et les autres superpuissances, mais ce sera une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les types de contrats qu'on avait jusqu'à présent, l'exploitation qui était faite sur nos ressources naturelles, ça va changer. Et hier, même ça, la sortie qu'il a faite sur le cas de Thiaroye 44, c'est-à-dire que les tirailleurs sénégalais qui ont été tués là-bas, on a vu qu'il a fait un texte qui était très acerbe à l'endroit de la France et de ses dirigeants. Donc, on ne peut pas dire que cette personne-là est véritablement soumise à l'entité coloniale française. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces panafricains-là qui véritablement objectent des choses au Sénégal, il faudrait leur demander quel acte le Sénégal a posé actuellement sous le magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et qui renvoie véritablement à ce qu'on vivait sous les autres magistères des autres présidents qui se sont précédés ici au Sénégal. Donc, je pense que leurs critiques sont infondées parce qu'on voit des gens qui sont carrément tournés vers la Russie. Je parle par exemple de Kémi Séba qui a fait beaucoup. C'est lui-même qui a dit qu'il est allé en Russie et que c'est la Russie véritablement. Il a noué des accords avec eux dans le but de mieux faire pénétrer la Russie dans le monde. J'ai entendu une de ses interventions où il disait ça. Nathalie Yam, j'ai vu qu'elle aussi, et elle a commencé à proférer véritablement des, comment je pourrais l'appeler, des critiques à l'endroit du gouvernement en place. Mais je pense que ce qu'il voulait, personne au Sénégal ne le veut en réalité. C'est-à-dire que de courir entre les bras de la Russie pour l'échanger avec la France. Pour expliciter ce que je suis en train de dire, les Russes sont venus ici par l'intermédiaire de l'adjoint du ministre des Affaires étrangères et ils sont venus au Sénégal dans le but d'investir au Sénégal et dans le but de nouer des partenariats économiques qui perdurent, je signale, qui ne sont pas nouveaux mais
qui perdure. Je pense que les gens là, c'est eux qui ne comprennent pas les enjeux géostratégiques. Parce que si véritablement on se met, même les superpuissances là, chaque puissance qui te dit qu'il va t'aider ou bien qu'il va véritablement te protéger par rapport à un cas spécifique, ça veut dire qu'il a quelque chose en retour. Et quoi qu'on puisse dire, et dans toutes les pays d'Afrique où il y a une présence étrangère, on voit que c'est les pratiques qui sont opérées sur place. Donc, il n'y a pas de saint. Comme le disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Quelle que soit la nature spécifique de l'État en question et quel que soit le dénominatif de l'État, il n'a que ses intérêts derrière, que ce soit la Chine, les États-Unis, la Russie. Il n'y a pas un pays qui va venir véritablement de manière bénévole aider un autre pays à se développer. Ce n'est pas de leurs intérêts. Parce que la géopolitique, on la comprend autrement actuellement. Parce que tous les États sont en compétition, même les superpuissances sont en compétition pour véritablement élargir leur champ dans lequel ils sont véritablement influents. Donc, moi, je pense que les panafricains doivent plus essayer de mettre en place des organisations sous-régionales qui vont permettre l'intégration de toutes les nations et l'harmonisation des politiques de développement qu'ils vont mettre en place dans le but de développer cette Afrique-là. Parce que si on compte sur les puissances étrangères, on ne va jamais se développer, que ça soit la Russie, que ça soit les États-Unis, que ça soit une autre superpuissance. Donc nous, on a compris ça comme ça et on compte véritablement sur les ressources que le bon Dieu a bien voulu nous donner pour essayer de tirer notre épingle du jeu. Le Sénégal, c'est d'abord les Sénégalais, c'est d'abord de mettre les Sénégalais dans des conditions idoines. En plus, par extrapolation, essayer d'aider nos voisins à emprunter les mêmes politiques de développement qu'on a eu à instaurer, qu'on a eu à mettre en place. Et si toutes les ruptures qui vont être opérées arrivent à leur temps, on va voir les résultats. On ne peut pas véritablement sortir en 2 mois pour nous dire de cesser une telle coopération ou de cesser une telle autre coopération. Je pense que c'est une erreur de leur part et on a vu la prestation qu'a fait l'honorable député Guy Marius Sagna lors de la rencontre de la CEDEAO. Vous avez vu qu'il a eu... Justement, j'allais sur ça. Oui. Parce que la CEDEAO, on a vu qu'ils ont quasiment, désolé pour le terme, merdé par rapport aux positions de certains pays. Et on a vu quand même M. Diomaye se rendre là-bas avec un discours qui était beaucoup plus réunificateur et qui demandait même aux autres pays de revoir leur position par rapport à la CEDEAO. Et comme tu as dit, on a vu le député qui, lui, a challengé en fait cette institution-là. Parce que là, le Sénégal nous met dans une confusion où il se situe réellement par rapport à la CEDEAO. Il y a le président qui agit d'une certaine façon, qui dénonce, mais quand même entre les dents. Et on a un député qui a toujours été un dénonciateur, qui continue de le faire, et il l'a fait en grande pompe. Bon, vous savez, la diplomatie, c'est quelque chose d'assez sensible. C'est pourquoi le président il est obligé de parler avec les civilités politiques. Alors qu'un député, c'est un représentant du peuple, il doit être cash. Il ne doit pas véritablement remuer la langue ou bien se cacher derrière des civilités politiques pour dénoncer les réalités que les populations vivent. Même s'ils ont été tous les deux élus par le peuple, mais le député est le représentant direct parce que nous sommes dans des démocraties représentatives. Donc c'est le député qui doit porter ce fardeau-là. Et l'honorable député Guy Marius Sagna, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont suivi, c'est le recordman de mandat de dépôt au Sénégal. Ah oui. Ouais. Ça dit qu'on ne compte même plus ses interpellations, on ne compte même plus les va-et-vient qu'il a fait en prison, juste même quand il n'était pas député. Ouais, c'est là où il a véritablement commencé à combattre parce qu'il avait mis une structure en place, une organisation qui s'appelle FRAPP pour la souveraineté monétaire du Sénégal, France Dégage. Elle existe toujours. Et c'est lui. C'est lui, exactement. C'est lui qui a mis en place ça. Et il s'est battu pour les Sénégalais et les Africains avant même d'avoir un poste électif. Donc, il est toujours dans sa tradition, dans véritablement les convictions, dans ses convictions. Et ce qu'il a dit, personne ne peut véritablement en disconvenir. Ce sont les présidents africains qui sont en train de
tuer, d'appauvrir l'Afrique par les décisions qu'ils prennent. Il n'épargnait même pas Macky Sall par rapport à cela. Si le président de la République actuelle posait des actes allant dans ce sens, il allait le dénoncer. Bien vrai qu'ils sont dans le même bord politique. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas la nature de la personne. Et cette personne-là, c'est-à-dire que c'est lui qui parle ouvertement, sans langue de bois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va et qui dit des choses directement. Et malheureusement, les gens, ils n'ont pas été démocrates dans cette assemblée parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ces critiques. Il y en a même qui ont voulu l'attaquer physiquement. Et véritablement, il devait voir le jour où on installait l'Assemblée nationale au Sénégal. Vous allez voir que c'est lui-même qui est allé prendre la boîte où on mettait les votes et qui est parti avec sous le contrôle des gendarmes. Et les gendarmes se sont rués sur lui pour véritablement. Mais ça n'a pas empêché de poser l'acte qu'il voulait. Parce que ce sont ce genre de messages-là qui vont véritablement permettre aux Africains d'avoir une conscience collective qui va les amener à s'affranchir du joug colonial. Donc je pense que toutes ces personnes-là doivent en premier lieu avoir un cadre dans lequel ils vont échanger, essayer de mutualiser les politiques de développement qui vont être mis en place et de les rationaliser par rapport aux différents pays et véritablement de les mettre en œuvre afin que l'Afrique puisse émerger véritablement. Je ne parle pas de slogans vides. On nous parle depuis plus de 10 ans d'émergence, mais tout le monde sait que nous sommes beaucoup plus pauvres aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et nous avons beaucoup plus de ressources aujourd'hui qu'à cette époque-là. Comment on peut comprendre cette contradiction-là? Donc, c'est essentiellement vrai, foncièrement vrai ce que l'honorable député Guy Marius Sagna a porté comme message à la CEDEAO. Et même le président de la République, il a juste mis un peu de civilité, mais il leur a dit ses vérités. Et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit en privé, mais je pense que son discours en privé doit être beaucoup plus piquant parce que je connais la personne en réalité. J'ai eu à fréquenter la personne. On a beaucoup échangé dans la vie. On était très proches à l'époque de notre vie. Donc, je pense que je ne saurais véritablement avoir une autre analyse par rapport à ce qui est en train d'être posé. Et pour voir les premières sorties qu'il a eu à faire, pour voir qu'il ne suit pas aveuglément la CEDEAO, il est parti au Mali, il est parti au Burkina. Et ce sont des pays qui sont blacklistés actuellement par la CEDEAO. Bien vrai qu'ils veulent que l'AES revienne, mais ce n'est pas dans leurs intérêts, dans l'intérêt de certains chefs d'État, parce que la CEDEAO était juste un syndicat de chefs d'État. Quand je parle de syndicat de chefs d'État, ce sont des personnes qui agissaient pour leurs intérêts crypto-personnels. Quand c'est Yaya Jammeh, oui c'est bon, on va aller le débusquer. Mais si c'est Alpha Condé, on le laisse. Si c'est Alassane Ouattara, on le laisse. S'il fait un coup d'état constitutionnel, on le laisse. C'est pourquoi on parle de syndicat de chefs d'État. Nous, c'est cette perception-là que nous avions de la CEDEAO. Par contre, le président de la République, il s'est dit qu'on doit rester à l'intérieur pour combattre à l'intérieur et pour essayer de changer les choses à l'intérieur. Parce que je considère que si on sort de la CEDEAO, c'est une fuite pour moi. Je pense qu'on doit combattre, battre le fer pour véritablement que les choses changent. Si on les laisse perdurer dans les logiques, ce sont les populations qui vont en pâtir. Donc je pense que les gens, ils ont intérêt véritablement à revoir leur démarche, que ce soit les gens de l'AES, que ce soit les gens aussi de la CEDEAO. Mais si on veut véritablement continuer ce clash-là, cela ne va pas dans les intérêts des deux organisations, que ce soit la CEDEAO. Parce que le Mali, les accords que nous avions entre États, c'est-à-dire que maintenant c'est brisé parce que le Mali ne fait plus partie de la CEDEAO. Les échanges entre le Mali et le Sénégal sont extrêmement importants et les échanges entre le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Mali sont extrêmement importants parce que le Mali est un pays enclavé. Mais est-ce que le Sénégal ne peut pas faire partie des deux entités? Je ne pense pas. Non? Non. Pourquoi pas? Je ne pense pas. Parce que faire partie des deux entités serait renier véritablement ce pourquoi on a accédé au pouvoir en quelque sorte. Parce que nous, on s'est toujours dit qu'on va lutter pour une réforme des CEDEAO. Donc, si je suis votre logique, si une autre entité, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Nigeria venaient à mettre en place une association avec un autre pays, on allait aussi faire partie de cette association-là. Le Sénégal est un symbole dans l'Afrique de l'Ouest, je suis d'accord. Le Sénégal, de par sa stabilité politique, a toujours joué un rôle d'intégration sous-régionale, je suis d'accord. Mais le Sénégal ne doit pas véritablement suivre n'importe quelle initiative. Quand tu dis n'importe quelle initiative, oui, si je dis n'importe... Ça veut dire que c'est la nature de l'initiative qui... Non, c'est pas seulement la nature de l'initiative. Déjà, pour moi, l'AES n'est pas légitime. En quel sens? Les gens qui gouvernent l'AES, je pense à part Assimi Goïta,
ils sont confrontés véritablement à des entités ou bien des personnalités qui ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas été portés au pouvoir par le peuple, quoi qu'on puisse dire. Ils sont venus par un coup d'État, même s'ils ont bénéficié du support de la population. Mais ce sont des coups d'État. Et je pense que ces pays-là doivent pouvoir faire des transitions démocratiques. Nous, au Sénégal, on a réussi une chose. On a réussi de faire une révolution très sanglante, mais qui s'est faite de manière démocratique. C'est-à-dire qu'on est arrivé au terme de cette révolution-là par l'élection au suffrage universel direct d'un président de la République, par l'éviction d'un président de la République avec des armes à feu. Et c'est ce qui s'est passé dans tous les pays de l'AES, quoi qu'on puisse dire. Donc, moi, je pense personnellement que si le Sénégal venait à entrer dans cette organisation-là, il allait juste légitimer le fait en premier de faire des coups d'État, parce que c'est pas des coups d'État qui sont venus au pouvoir, et en second lieu, ça ne légitimera pas le gouvernement en place, parce que ils sont décrits qui sont de nature belliqueuse et qui sont là, comme moi j'ai posé la question tout à l'heure, qui sont là pour faire, comment dirais-je, une revanche par rapport aux gens. On pourrait considérer que leur politique étrangère pourrait être lue sous le même angle. Donc, moi, je pense personnellement, c'est mon opinion, c'est mon opinion personnelle. Non, là, parce que j'essayais de comprendre un peu ce que tu dis. Est-ce que tu parles du fait qu'au Sénégal, certains Sénégalais disent que le gouvernement actuel est un gouvernement revanchard? Oui. Ok. Est-ce que c'est le cas? On dit le gouvernement fait la chasse aux sorcières. Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Je vous dirais que si le gouvernement faisait la chasse aux sorcières, en ce moment précis, il y aurait plus de la moitié des responsables politiques de l'Alliance pour la République qui viennent de quitter le pouvoir, qui seraient déjà en prison. Parce qu'il y a des rapports qui sortent depuis l'accession au pouvoir du nouveau gouvernement. Il y a le rapport de la Cour des comptes. Ce sont différents rapports, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 qui sont sortis. La Cour des comptes est une instance de vérification de ce pays-là. Il y a le rapport de l'OFNAC, l'Office national de la lutte contre la corruption. Et l'OFNAC a sorti des rapports et les rapports sont là. Et eux, ils ont la prérogative de saisir directement la justice. Et ils l'ont fait. Donc, sur la table du procureur, autant pour moi, il y a une panoplie de rapports qui a épinglé des gens qui étaient aux affaires. Et il y a le plus célèbre, c'est le rapport Force Covid de 2023, où les 1000 milliards qui ont été mobilisés par le Sénégal et dépensés dans le but de soulager les ménages durant la Covid-19. Et ils ont dilapidé cet argent-là. Et les gens qui ont fait ça, ce sont les plus farouches opposants au président Ousmane Sonko. Je peux nommer le gendre. Est-ce que c'est le gendre? C'est le beau-frère de l'ancien président de la République, le ministre Mansour Faye, qui est déjà en contentieux avec l'ancien premier ministre Aminata Touré, qui ont été au tribunal, je pense que c'était le jeudi passé. Donc, si le président de la République voulait véritablement, ou bien l'actuel premier ministre voulait véritablement prendre une revanche, il y a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire. Parce que il y a des choses, des rapports qui pourraient permettre de poursuivre les pontes du pouvoir précédent. C'est pourquoi si le président de la République ou bien son premier ministre, M. Ousmane Sonko, étaient des revanchards, ils pouvaient véritablement mettre tout ce bon monde-là en prison dès leur accession au pouvoir. Mais comme il leur dit tout le temps, ils ne vont pas entraver véritablement ou bien faire entrave à la loi qu'une reddition des comptes se fasse. Parce qu'ils ont promis qu'ils vont faire une reddition des comptes, mais en suivant la loi. Et ce n'est pas eux qui vont demander aux services de la justice ou bien aux agents de la justice de faire telle ou telle autre poursuite. C'est à eux de voir ce qui est opportun de faire et ils vont le faire. Les rapports vont être déposés sur la table du procureur et comme l'a dit le premier ministre Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, lors de sa rencontre avec la jeunesse patriotique du Sénégal, qui est une entité du parti PASTEF, je pense que c'était le 9 juin au Grand Théâtre national, ils ont dit qu'ils vont balayer la justice. Il faut comprendre qu'ils vont changer la configuration qu'il y a déjà et qu'ils vont trouver des juges qui ne vont pas dépendre de la volonté du président ou bien de la volonté du gouvernement pour faire des poursuites, mais qui va véritablement prendre le temps de bien lire les rapports et de bien les exploiter avant de faire les poursuites qui sont opportunes. Donc c'est pas une forme de revanche, c'est une reddition sociale qui a été demandée par le peuple sénégalais parce que c'est le peuple sénégalais qui a vu et constaté que c'était une démarche dynastique qui
qui a été mis en place par le président de la République Macky Sall et sa femme et ses différents membres de sa famille, parce qu'on peut en citer beaucoup qui étaient en poste. Il y a son oncle qui était le maire de Pikine, le PCA de je ne sais pas quelle structure. Il y a son petit frère Aliou Sall qui a été le directeur de la caisse de dépôt et consignation. Il y a Mansour Faye que j'ai cité tantôt qui est son beau-frère. Il y a son autre beau-frère aussi qui était aux affaires. C'est tout le monde. Et l'ancien directeur du Soleil, Yahamnen Kodoumbay, avait sorti une expression, la dynastie Faisal. Et lui, il a fini par les rejoindre, mais c'est lui qui nous a permis de faire usage de cette expression-là pour décrire le mode de gestion qui a été mis en place par le président Macky Sall. Donc, si on voulait une revanche, c'était sûr et certain qu'on pouvait mettre tout ce bon monde-là en prison dès l'accession du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir. Et vous avez vu des pétitions qui fusent de partout pour ramener l'ancien président de la République, pour le juger et qu'il réponde de ses actes. Véritablement, c'est ce qui atteste du fait que ce sont les Sénégalais qui veulent une reddition des comptes, pas une autre entité en particulier, ou bien le président de la République appuyé, ou bien... Parce qu'en 2012, c'est le même contexte qui se présentait. Malheureusement, eux, ils se sont empressés pour prendre certaines personnes, une liste de 25 pontes du pouvoir, avec Karim Wade inclus, les Omar Sarr et autres. Malheureusement, la majorité de ces personnalités publiques-là ont fini par intégrer l'APR. On ne sait pas s'il y avait du chantage sur leur intégration ou autre chose. Mais en tout cas, la chose était telle qu'il y avait 25 personnalités publiques au départ. Il n'y a qu'une seule personnalité qui a été poursuivie et c'est Karim Wade. Et l'ancien procureur de la CREI qui s'appelle M. Alioune Ndao a fait une sortie pour décrier véritablement cet acte-là qui a été fait parce que lui, il voulait poursuivre toutes les 25 personnalités et il a été renvoyé en pleine audience. C'est-à-dire qu'il a su en pleine audience qu'il a été renvoyé. Donc, vous devez vous douter des pratiques qui étaient mises en place ici. Donc, c'est ça qui a toujours existé. On ne peut pas dire que ces gens-là sont venus pour faire une revanche. Tout au contraire, s'ils voulaient faire une revanche, ils l'auraient déjà opéré. Mais ils sont là pour apporter des ruptures nécessaires pour que la justice sénégalaise se libère et qu'elle soit libre. Parce qu'il y a un juge sénégalais du nom de juge Amirou Dem qui a démissionné en disant que j'ai démissionné d'une justice qui a démissionné. Donc, eux, ils ont toujours véritablement combattu le fait que la justice était sous le joug du président de la République, qui lui-même, le 31 décembre 2019, a débuté une parole qui en a surpris plus d'un. J'ai mis le coude sur plusieurs dossiers. C'est-à-dire que mettre le coude sur des dossiers judiciaires, à quelle fin, à quelle finalité? Donc, c'est ça qui se passait, une justice à géométrie variable. Tu postais 3 émoticônes de sourire, on t'emprisonnait. C'est le cas de Ousmane Diagne, qui est l'actuel PCA FERA. Donc, c'est ce qui se passait, quoi. Ils veulent faire comprendre aux gens que nous sommes dans la même dynamique. Tel n'est pas le cas. Parce qu'on voit aujourd'hui la télévision nationale, des opposants politiques se poser pour dénigrer le pouvoir. Ça n'a jamais existé. Jamais. Même seulement cette affaire pourrait mener les gens à dire que les nouveaux gouvernants sont droits dans leurs bottes et ils sont en train d'opérer les ruptures nécessaires. Tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être fait en 3 mois. Et c'est un processus qui est en train d'être mis en œuvre. Et on est juste au début du processus, il faut bien le rappeler, parce que c'est le début du mandat. Donc, d'ici 5 ans, Inch'Allah Rabbi, quand on fera le bilan, c'est là où on pourra dire si ces gens-là ont véritablement posé des actes revanchards ou bien s'ils ont fait ce pourquoi on les a élus. Je pense que c'est cette réponse-là que je pourrais avoir par rapport à cette question. Mais c'est juste la mauvaise foi de certains et on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est de bonne guerre. On est en politique. Ils veulent essayer d'écorner l'image du président Ousmane Sonko pour bénéficier de cela. Parce que la seule réalité politique au Sénégal, c'est le président Ousmane Sonko. Le président du parti PASTEF. Quand je parle du président Ousmane Sonko, c'est le président du parti. Parce que, en fait, il faut faire la dichotomie entre 2 choses. L'institution, c'est le gouvernement qui est une institution. C'est pas le premier ministre qui est une institution. L'institution, c'est le gouvernement. Mais quand je parle dans le landerneau politique et que je désigne le président, c'est par rapport à l'entité politique qu'il dirige, pas autre chose. Parce que lui, il a été assez humble. Parce que c'est ça, justement. On a dit que, semble-t-il que monsieur Diomaye est dans l'ombre de M. Sonko et que ça pourrait éventuellement poser des problèmes en termes de gouvernance. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous savez que le premier fils du président Bassirou Diomaye Faye porte le nom du premier ministre Ousmane Sonko? Vous saviez ça?
Non, mais au fait, rapport à ce que les gens disent, d'être dans l'ombre de l'autre, c'est... Bon, ce que les gens disent, c'est juste dans le but d'embrouiller une relation qui dure depuis un bon moment et qui n'a pas débuté avec la politique. Oui, ça n'a pas débuté avec la politique. Il faut bien le rappeler. Parce que le président Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ils se sont connus quand ils exerçaient aux impôts et domaines, tous les deux ensemble. Et c'était, je pense, ça remonte à 2007. Le gars a vu en cette personne-là véritablement un idole et une source d'inspiration, parce que c'est lui qui le dit. Lors de sa dernière sortie, sa conférence de presse qu'il a fait avec les médias locaux, il a dit que malgré toutes les choses qu'on peut dire, voilà une personne qui est sortie pour dire allez élire ces maires-là, ces maires ont été élus. Allez élire ces députés-là, ces députés ont été élus. Et qui sort de prison 10 jours avant l'élection pour dire allez élire Bassirou Diomaye Faye, il a été élu. Comment tu vois l'avenir de la jeunesse sénégalaise qui s'est mise carrément debout pour ce changement-là? Est-ce que tu penses que les préoccupations de la jeunesse sénégalaise sont au cœur des priorités du gouvernement actuel? Bon, je ne le pense pas, c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Parce que vous voyez, c'est la première fois où on voit à des postes de responsabilité des jeunes être nommés. C'est la première fois de l'histoire du Sénégal. On a un jeune de 29 ans, Jean-Michel Sène, qui est à la tête de l'ASER, l'agence sénégalaise de l'électrification rurale. Ça ne s'est jamais produit au Sénégal. On n'a jamais vu les jeunes être au centre des préoccupations ou bien des échanges dans le pays là. Jamais, jamais, jamais au plus grand jamais. On voit une première fois où il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité, des jeunes qui ne dépassent même pas la trentaine ou bien qui sont entre la trentaine et la quarantaine, qui sont à toutes les stations les plus importantes de ce pays là. On parle du président de la République qui a 44 ans, on parle des directeurs, la tranche d'âge des directeurs c'est 30 ans. Et maintenant, comment ces gens-là qui sont du même âge que la majeure partie de la population sénégalaise ou bien qui sont du même tranche d'âge que la majorité de la population sénégalaise ne vont pas se préoccuper des interpellations de la population sénégalaise? C'est une contradiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la partie de la population la plus importante aux yeux des gouvernants, c'est cette bombe humaine qui est en train d'émerger. C'est-à-dire qu'on a plus de 75% des Sénégalais qui sont des jeunes, qui ont déjà moins de 30 ans. Et ces gens-là, c'est eux qui ont porté ce projet-là. Et avoir porté ce projet-là leur a donné aujourd'hui le droit véritablement d'intervenir dans le débat public. Vous voyez, il y a eu des nominations qui ont été faites par certains des directeurs qui ont été nommés par le président de la République. Et pourtant, c'est eux qui se sont levés. Je vais vous donner un exemple. Il y a un gars qui s'acharnait tout le temps sur le parti Pastef, qui proférait des insultes et tout. Il a été promu à un poste au centre régional des œuvres universitaires de Dakar. Les gens se sont levés, les jeunes se sont levés à travers les réseaux sociaux. Ils ont mené une campagne jusqu'à cette personne-là. C'est elle-même qui a démissionné. Ça veut dire qu'on n'a pas accédé au moment où le directeur est venu pour le démettre de ses fonctions. Mais en une journée, les gens, ils ont réussi à véritablement faire une campagne de sorte que c'est la personne elle-même qui est allée démissionner. Donc, ce qui veut dire que les échanges entre les gouvernants et les gouvernés, qui était un échange genre qui venait du haut vers le bas, ça veut dire que les gens s'y donnaient des injonctions, les autres, la population était obligée de suivre. Mais actuellement, c'est plus comme ça que ça se passe. Ça veut dire que ce sont les populations qui ont des aspirations et les gouvernants sont obligés de suivre. C'est la nouvelle forme de gouvernance que le parti PASTEF a amené et ils sont obligés même d'agir de la sorte parce que leur histoire, ce qu'ils ont vécu, les conduit effectivement à agir de la sorte parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie, il y en a d'autres qui ont donné leur sang, d'autres ont financé de leur propre poche cette entité politique pour qu'ils accèdent au pouvoir. Donc, ils ne sauraient faire autrement que de mettre au centre des échanges ou bien des préoccupations les citoyens sénégalais. Alors, parce qu'il faut se quitter, on aura énormément à dire prochainement parce que je compte t'inviter à nouveau et je dois aussi rencontrer d'autres acteurs, d'autres jeunes, d'autres militants, d'autres personnes, d'autres Sénégalais et Sénégalaises pour discuter justement du Sénégal, de sa vie et politique et géopolitique parce que là, on parle de choses sérieuses là maintenant dans cette ère-là. Alors pour conclure, ce serait quoi les mots de sagesse, les mots de réflexion par rapport à tout ça, à la situation et à la société sénégalaise en général?
Bon, en réalité, tout ce que j'ai à dire, c'est que il va falloir que les gens, les Sénégalais, dans leur grande majorité, accompagnent cette dynamique de développement qui est entreprise par les nouveaux gouvernants. Et c'est à leur intérêt parce que tout ce qu'ils sont en train de faire ne va pas bénéficier qu'aux populations. Donc, ils travaillent, ils œuvrent pour que la population sénégalaise s'en sorte et de meilleures conditions. Donc, il va falloir que, comme on a vu l'engagement, notamment lors de la journée de 7-7 lancée par le président de la République, qu'il y ait d'autres initiatives de la sorte et que eux, ils essayent véritablement de booster cette dynamique-là qui est en train d'être faite. Je pense que c'est ça que j'ai à leur dire. Et à nos frères africains, essayons un peu de rationaliser nos politiques de développement et véritablement de les mutualiser dans le but qu'on puisse véritablement émerger ensemble. Parce que ça ne servira à rien qu'un pays soit développé et que son voisin soit toujours dans une extrême pauvreté. Je pense que ça doit être évité et il va falloir que les organisations d'intégration sous-régionale aussi soient mieux configurées et qu'on batte le fer à l'intérieur pour changer les choses. Les gens se battent à l'intérieur pour essayer de changer les mots qui gangrènent ces différentes structures d'intégration et qu'on essaie véritablement dans le sens d'avoir des organisations qui sont beaucoup plus performantes, qui ont une voix qui porte dans le monde et que les échanges entre les différentes parties ou bien l'Afrique dans son intégralité avec les différentes autres parties du monde puissent changer en réalité. Je pense que c'est ça que j'ai à dire et c'est mon souhait le plus ardent. Eh bien, merci d'avoir été là avec nous. Merci d'avoir suivi religieusement, sérieusement cet entretien-là. Donc, on espère en avoir plein d'autres de ce genre et toujours dans le même souci de parler de choses qui nous interpellent et qui nous intéressent. Merci pour vos commentaires parce qu'on les attend. Merci de partager cette vidéo. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis Kembe Jam Palagé, bisous, gros câlins et à la prochaine.